Les forces de réaction et de défense interplanétaires constituaient une unité de patrouille frontalière dont la mission était de porter assistance sur d'autres planètes. Cela dit, nous avons passé beaucoup de temps à nous entraîner ici sur Terre. Plus tard, dans ma carrière, j'ai découvert beaucoup d'autres informations sur l'histoire du programme spatial, et sur celui-ci en particulier. Pourrait-il y avoir des preuves d'une présence militaire extraplanétaire? Oui, passé un certain stade, il faut en parler publiquement. C'est beaucoup plus sûr, nous le savons tous. Depuis ma prise de fonction, la seule question sur laquelle je dois trancher est celle de savoir si l'extradition de M. McKinnon vers les États-Unis constituerait une violation de ses droits fondamentaux. M. McKinnon est accusé de crimes très graves. Entre février 2001 et mars 2002, un administrateur système et pirate informatique écossais du nom de Gary McKinnon a perpétré l'un des plus grands piratages informatiques militaires de tous les temps. McKinnon était accusé d'avoir pénétré 97 ordinateurs appartenant à l'US Army et à la NASA pendant plus de 13 mois. Son but, trouver les preuves que les États-Unis dissimulaient l'existence de vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre et qu'il y avait bien un programme spatial secret. Il aurait trouvé des registres de vol mentionnant des contrôles de trafic aérien situés hors de notre planète, des mentions de technologies extraterrestres et des listes de personnel militaire postés hors de notre planète. Pourrait-il vraiment y avoir une présence militaire extraplanétaire ? À la fin des années 1940, les Allemands ont commencé à planifier et à construire leurs bases sur la Lune et sur Mars. La fin des années 1940 marque un tournant crucial dans le développement de la civilisation allemande antarctique. C'est à cette période qu'ils ont commencé à construire des bases en dehors de la Terre. En 1945, le major Stever est chargé de traquer les meilleurs scientifiques nazis dans le cadre de l'opération Backfire. La plupart des noms figurant sur sa liste étaient ceux d'ingénieurs ayant travaillé au développement des missiles balistiques V2 sur la base militaire de Peenemünde. Parmi les plus célèbres de ces scientifiques, on peut citer Wernher von Braun, ingénieur en chef des fusées allemandes. S'il y a une chose que l'on peut affirmer des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que leur technologie était très avancée. À bien des égards, bien plus avancée que celle des Alliés, même si, Dieu merci, nous avons fini par gagner la guerre. Leurs scientifiques, que ce soit dans le domaine de la fuséologie, de l'armement biologique ou de l'armement chimique, avaient des années d'avance sur le reste du monde. La question des éventuelles recherches ufologiques de l'Allemagne nazie ne vient pas de nulle part. Nous savons tous aujourd'hui que durant la Seconde Guerre mondiale, certains scientifiques allemands, je pense surtout à Victor Schauberger, ont travaillé au développement d'aéronefs de forme circulaire. Schauberger était un génie autodidacte réquisitionné par les SS afin de travailler pour leur compte durant la guerre. Il a bien créé des appareils volants en forme de soucoupe. Ils ont été testés. Bien sûr, puisqu'on parle d'un aspect vraiment secret de l'histoire, je pense que personne ne sait vraiment où sont passées les soucoupes allemandes. Ce dont nous sommes absolument convaincus, c'est qu'ils avaient les plans. Les dessins étaient là, sur la planche à dessin. La seule question à poser, c'est celle-ci. Ont-ils vraiment réussi à en faire voler? Feu William Tompkins, un ingénieur aérospatial de la marine prétendant avoir conçu des vaisseaux spatiaux dans le cadre de programmes spatiaux secrets, était convaincu qu'une histoire incroyable se cachait derrière ces aéronefs. On est en 1942. La guerre bat son plein. Rico Botta, son truc, c'est d'envoyer des agents de la marine en Allemagne. Ils ont parcouru tout le pays et ils ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert qu'Hitler et les SS avaient passé un accord avec des extraterrestres reptiliens. Ils ont trouvé des centaines de types d'armes à la technologie très avancée qui étaient en construction. Parmi elles, des ovnis de 150 mètres et des vaisseaux circulaires. Le 3 septembre 1946, le président Truman approuve l'exfiltration et le recrutement par l'armée des États-Unis de plus de 1000 scientifiques allemands, dans le cadre d'une mission secrète appelée Opération Paperclip. Quand on regarde l'ensemble de la période, qui va de 1944-1945 jusqu'au début des années 50, les Britanniques, les Américains et les Russes
se sont principalement consacrés à récupérer autant de matériaux qu'ils pouvaient, y compris des scientifiques. Les États-Unis, par exemple, ont lancé l'opération Paperclip, qui avait pour objectif d'exfiltrer un maximum de scientifiques issus du complexe militaro-industriel du Troisième Reich afin de poursuivre les programmes balistiques au polygone d'essai des missiles de White Sands. Beaucoup de scientifiques allemands furent envoyés là-bas, principalement pour travailler sur la fusée allemande V2. Ce n'était qu'une continuation. Et bien sûr, l'un de ces scientifiques était Wernher von Braun, qui par la suite est devenu l'une des figures de proue de la NASA. En d'autres termes, nous avons la trace écrite, et la trace humaine également, de ces gens qui, via l'opération Paperclip, sont passés de l'Allemagne nazie à la NASA au cours des années 60 et 70. Et tout cela est lié. La fusée V2, mise au point par Wernher von Braun, fut le premier missile balistique de longue portée de l'histoire, utilisant pour la première fois la propulsion à ergol liquide de grande puissance. Cette fusée a ouvert la voie aux lanceurs spatiaux. Mais von Braun ne s'est pas arrêté là. Il travaillait également à l'élaboration de concepts préliminaires pour une mission humaine sur Mars. Les archives nous montrent que le ministère de la Défense était très intéressé par les activités de la NASA. Les missions Apollo, aller sur la Lune. Il se disait, bon, c'est super pour la science, mais comment peut-on utiliser tout ça pour la guerre? Comment peut-on utiliser tout ça pour la collecte de renseignements? En définitive, comment peut-on utiliser les travaux de la NASA à des fins de défense? Et tout ça, c'était il y a plusieurs décennies, dans les années 1960, alors qu'on essayait juste de poser un pied sur la Lune. Le ministère de la Défense étudiait déjà les conditions de création d'une base lunaire. Et il y a des documents gouvernementaux déclassifiés qui témoignent de leur volonté de créer une base lunaire. Il est tout à fait possible qu'il y ait encore un lien entre le programme spatial et le ministère de la Défense. Parce qu'en fait, la défense est impliquée un peu partout. Et donc, on peut dire, sans trop se tromper, qu'ils font certainement toujours des choses que nous ignorons. Le ministère de la Défense aurait-il pu avoir un programme secret? Et si oui, aurait-il pu y avoir deux programmes, un pour le public et un autre classifié? En réalité, à partir de 1959, tout est passé dans l'ombre. L'industrie aéronautique n'avait plus le droit de communiquer avec la presse sur les recherches qu'elle faisait. Et personne n'était au courant. Je veux dire, au début des années 1950, on savait qu'il y avait des recherches sur l'antigravité. Et ce n'était pas un secret. On trouvait des informations dans les magazines comme Product Engineering. Ou Popular Mechanics. Ouais, ce genre-là. Ce genre de magazine. Ensuite, les gens ont oublié parce que plus personne n'en parlait. Exact. Il y a eu 6 alunissages entre 1969 et 1972. Puis, on n'en a plus parlé. Pourquoi? Certaines personnes pensent qu'il y aurait là une piste à suivre. Si vous comparez le pourcentage du produit national brut et celui du budget fédéral destiné à la conquête spatiale à la fin de l'administration Kennedy et le pourcentage à la fin de l'administration Johnson, le financement a baissé. C'est parce que le niveau de confidentialité a augmenté. Et je pense que tout a continué sur cette trajectoire, mais que l'écart entre ce qui est public et cette véritable trajectoire, c'est ce qui a permis de la mener. Plusieurs personnes ont affirmé publiquement avoir fait partie de ces programmes spatiaux secrets qui auraient débuté en 1954 et se poursuivraient jusqu'à nos jours. Se pourrait-il que certaines de ces personnes soient celles dont Gary McKinnon a trouvé les noms? Je suis capitaine de US Marine Corps Special Section, qui est la branche secrète du programme spatial militaire du Corps des Marines. Elle a été créée en 1954 par le président Dwight Eisenhower en réponse au manque de coopération du comité MJ-12. À la fin des années 60, on travaillait sur un programme de soldats augmentés, visant à créer génétiquement des soldats, ce que j'ai fait dans le cadre d'un programme, à la fin des années 60, appelé Project Moon Shadows. Il m'a dit, on va emprunter ta conscience, et tu vas disparaître pendant 20 ans. Et j'ai dit non, je ne peux pas faire ça. J'ai une mère, mon père, ma famille. Je ne peux pas disparaître comme ça. Il m'a expliqué, non, tu vas revenir le lendemain. Ce sera comme si tu n'étais jamais parti, mais tu vas pouvoir vivre tout ce temps en plus. Ce sera une énorme bénédiction pour toi. Mais si tout cela est vrai, pourquoi ce programme, son personnel et ses technologies avancées seraient-ils gardés secrets? Je pense que la question énergétique est certainement le point central de la dissimulation des ovnis. Je pense que même un enfant de 10 ans, s'il voyait une soucoupe volante pouvant accélérer instantanément, comprendrait très vite qu'elle ne carbure pas à l'essence. Donc elle fonctionne avec une meilleure technologie, quelle qu'elle soit. Que ce soit l'énergie du point zéro ou une sorte de fusion nucléaire sans danger ou autre chose. En tout cas, ce n'est pas du pétrole. Et c'est ça la révolution. Parce que dans la solution apportée par la technologie OVNI, se dessine implicitement l'idée d'une civilisation post-pétrolière. Et c'est la chose la plus radicale que je puisse concevoir aujourd'hui pour changer notre structure de gouvernance mondiale.
Est-il possible que nous soyons en possession d'une technologie avancée, mais qu'elle soit rendue inaccessible dans notre société actuelle? Certains indices laissent penser qu'un programme public et un programme secret, tous deux destinés à la conquête spatiale, auraient coexisté à un moment de notre histoire. Une chose est sûre en ce qui concerne le programme spatial secret. Les traces laissées par la technologie, l'argent et les histoires personnelles ne semblent pas rester secrètes très longtemps.